plaisir d'accueillir Dr. William Davidson Urbain. Il va nous parler d'un sujet très important et très intéressant, l'approche inclusive en psychothérapie auprès de la population LGBTQ. Dr. Davidson Urbain est médecin résident en quatrième année en psychiatrie à l'Université de Montréal. Il a complété son doctorat en médecine en 2020 de la même université. Il débutera le programme de surspécialité en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'Université de Montréal en juillet 2024. Ben, je commencerai par dire que ça me fait plaisir là, de venir présenter ce midi dans le cadre des Mardis scientifiques. Donc, je viens présenter en fait dans le cadre de mon projet d'érudition que j'ai fait durant le courant de ma résidence, puis qui est encore un peu en cours, là, il n'est pas tout à fait complété, mais c'est un projet d'érudition que je fais sous la supervision des docteurs Ngo et de Dr Thibault. Puis en fait, l'objectif du projet d'érudition dans son ensemble, c'est d'arriver à la création là, d'un guide de psychothérapie, un guide clinique là, qui va être publié sur le site de Psychopape. Là. Probablement au cours de la prochaine année, là, il est complété dans une bonne partie. Donc, un guide clinique pour les aspects de psychothérapie affirmative à inclure dans les interventions là, pour les suivis avec des patients des communautés LGBTQ+. Vous allez voir au courant de la présentation, ça va un peu prendre du sens, là, qu'est-ce que ça veut dire, la psychothérapie affirmative, comment on l'inclut là, dans les suivis en psychothérapie. En guise de plan de présentation, ça va être assez standard, là, c'est-à-dire que je vais commencer en mise en bouche un peu avec des aspects psychologiques qui sont particuliers aux personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+. Après ça, faire quelques informations sur la pertinence, pourquoi c'est pertinent d'avoir une approche affirmative dans nos suivis en psychothérapie auprès des personnes LGBTQ+. Et puis, s'en suivra, là, dans le fond, les principes généraux de la psychothérapie affirmative, puis des enjeux puis des questionnements pouvant survenir en psychothérapie. J'ai mis perspective en psychothérapie TCC. Je vous dirais que ça me surprendrait qu'on ait le temps d'aborder ces aspects-là durant la présentation d'aujourd'hui, mais je voudrais que le guide, de la façon qu'il va être fait, une fois qu'il va être publié, il va avoir des principes généraux là, de psychothérapie à inclure dans les suivis, mais il va aussi avoir des sections de comment un peu adapter ou des pistes d'intervention pour les grandes modalités psychothérapeutiques, donc TCC, psychodine, probablement aussi thérapie familiale, peut-être d'autres modalités aussi. Fait que ça va être des parties qui pourront peut-être pas être couvertes durant la présentation d'aujourd'hui, mais qui vont faire partie du guide là, une fois qu'il va être publié. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Ceci dit, puis ça ne concerne pas les conflits d'intérêt, mais c'est plus en guise d'avertissement. Je voudrais quand même vous mettre en garde que ce guide-là, puis les pistes d'intervention que je vais vous partager aujourd'hui, n'ont pas la prétention de couvrir puis de capturer l'expérience de toutes les personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+. Aussi, par souci d'efficacité, durant toute la présentation, je vais utiliser le mot, l'acronyme LGBTQ+, pour parler de l'ensemble de personnes, mais il faut se souvenir que c'est des populations, des communautés qui peuvent être différentes entre elles, que chaque personne est unique aussi. Puis aussi, ben, les données recensées dans la littérature portent surtout sur les personnes homosexuelles puis les personnes trans. Je voudrais que la littérature scientifique sur tous ces aspects-là sont encore en émergence, en développement, et que c'est difficile d'extraire des informations de qualité pour l'ensemble des personnes qui se retrouvent là, sous le parapluie LGBTQ+, et autres. Puis aussi, ben, en guise aussi d'avertissement, j'ai pas d'expérience clinique spécifique en psychothérapie affirmative, là. Mes expériences cliniques qui se limitent aux rencontres que j'ai avec des patients évalués dans mon parcours de résidence en psychiatrie. Puis même si certains de ces patients-là, bien évidemment, appartenaient aux communautés LGBTQ+, j'ai pas d'expérience ciblée en psychothérapie affirmative. Ceci dit, la présentation puis le guide que je vous présente, il se base sur une recension de la littérature, sur des articles, des données scientifiques qui sont issus de cliniciens et de chercheurs là, qui sont spécialisés dans le domaine. Donc, pour débuter avec les aspects psychologiques particuliers aux personnes LGBTQ+. Pour commencer, de façon générale, ce que je voudrais vous retenir de cette slide-là, c'est en fait que les personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+, c'est assez reconnu qu'ils sont plus à risque là, de symptômes qui sont associés aux troubles mentaux qu'on connaît.
que ce soit des symptômes de troubles dépressifs, des symptômes de troubles anxieux, des idées ou des comportements suicidaires, des comportements d'automutilation, puis de troubles d'usage de substances. On dirait que c'est assez reconnu dans la littérature, puis c'est même corroboré là, avec des études qui sont faites au Canada puis au Québec là, qui viennent confirmer que le fait d'appartenir aux communautés LGBTQ+, est un facteur de risque en soi là, pour développer des symptômes de troubles de santé mentale. Généralement, les communautés qui sont les plus à risque sont les personnes trans ou les personnes dont le genre n'est pas valorisé socialement. Par exemple, les personnes non binaires qui sont particulièrement là, à risque de souffrir de difficultés de santé mentale au sein même là, des communautés LGBTQ+. Particulièrement, les symptômes d'idées puis de comportements suicidaires sont assez prévalents dans les communautés trans. Il y a un sondage ontarien là, qui montrait que près du tiers là, des personnes qui avaient été questionnées avaient présenté des idées suicidaires dans la dernière année. Euh, puis, ce qu'on connaît aussi, c'est que les personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+, ben, elles sont plus à risque d'être victimes d'intimidation puis de discrimination dans leur vie. Chez les jeunes Québécois, c'est plus de 60% là, qui rapportaient avoir été victimes d'au moins un comportement d'intimidation par rapport à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Puis à l'âge adulte, on voit que ça se perdure aussi. Puis encore une fois, c'est une étude canadienne qui montrait que près du tiers des adultes là, rapportaient avoir vécu au moins une situation d'intimidation, de discrimination dans leur milieu de travail au courant de leur vie qui était associée à leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Puis le milieu de travail chez les populations adultes, c'est vraiment l'espace où la discrimination puis l'intimidation se fait le plus ressentir. Euh, je vais aussi vous mettre en lumière un peu des concepts qui vont revenir au courant de la présentation pour expliquer un peu l'éventail de discrimination ou de gestes qui peuvent être commis à l'égard des personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+. On connaît habituellement le terme homophobie, là. On l'entend souvent, puis depuis un certain temps quand même, pour pour définir en fait l'intolérance puis les attitudes, les comportements discriminatoires envers les personnes homosexuelles. Mais il y a un terme qu'on utilise de plus en plus qui est l'hétérosexisme, qui est un petit peu plus juste puis qui va capturer un plus grand ensemble d'injustices qui sont commises à l'endroit des personnes qui sont pas hétérosexuelles. Ce concept-là, dans le fond, ces injustices-là se basent sur la prémisse implicite que l'hétérosexualité est supérieure aux autres orientations sexuelles. Puis, il va englober, oui, les comportements discriminatoires visibles, comme les actes de violence, les insultes, les choses comme ça, mais il va aussi inclure tous les processus sociaux d'infériorisation ou d'invisibilisation des personnes qui sont non hétérosexuelles. Puis ça peut aller dans des exemples beaucoup plus subtils là, que ce qui pourrait être une insulte ou le fait de se faire attaquer ou des choses comme ça. Ça pourrait se manifester, par exemple, par la présomption d'hétérosexualité, qui est comme la tendance souvent inconsciente là, qu'on peut tous porter en nous, mais de s'adresser à un interlocuteur en présumant d'emblée que cette personne-là est hétérosexuelle. Disons, on rencontre un homme, puis on lui demanderait, ben, avez-vous une conjointe? Dans cette présomption d'hétérosexualité-là, ça serait aussi un signe d'hétérosexisme là, qui fait partie un peu de notre société dans laquelle on grandit. L'hétéronormativité, c'est un concept un peu plus large là, qui va se rapporter au postulat de base que les relations hétérosexuelles représentent la norme sociétale. Puis sa prémisse à l'hétéronormativité, ça insiste aussi sur la binarité puis la complémentarité des genres. C'est-à-dire que une femme qui rentre dans les stéréotypes féminins est nécessairement complémentaire à un homme qui rentre dans les stéréotypes masculins. Puis toutes les personnes qui sortent de cette conception, de cette idée-là seraient soit inférieures ou anormales. Les concepts de transnormativité, de cisgenrisme, de cisnormativité sont un peu les parallèles, mais pour ce qui est des identités de genre diverses. Euh, donc, un des concepts qui va être central, je vous dirais aussi, à comment on comprend un peu les éléments psychologiques qui peuvent être associés au fait d'appartenir à une communauté LGBTQ+, c'est le stress minoritaire. En fait, c'est un modèle théorique là, qui a été développé en 2003 par
Ilan Meyer, qui visait à expliquer un peu pourquoi justement on observe une prévalence plus élevée de problèmes de santé physique et mentale chez les personnes LGBTQ+. Puis, ce qui va venir mettre en lumière dans son modèle, c'est que cette vulnérabilité-là, elle appartiendrait à des facteurs de stress additionnels que les personnes LGBTQ+ rencontrent au cours de leur vie, qui découlent de l'hétéro-cis-sexisme ou de l'hétéro-cis-normativité là, qu'on vient de discuter. Puis que ces facteurs de stress-là, qui sont associés au fait d'être LGBTQ+, puis de vivre dans une société hétérosis-normative, ben, ils sont spécifiques, chroniques, puis socialement ancrés. Il y a deux types de stress minoritaires principaux, là, puis l'idée, c'est que là, le graphique a peut-être l'air un peu impressionnant, mais si on se concentre vraiment plus sur la colonne du milieu, c'est l'idée que les personnes qui appartiennent à ces communautés-là vivent les stresseurs généraux un peu de tout le monde, là, c'est-à-dire les stresseurs qu'on vit dans notre famille, dans notre travail et tout ça. Mais en plus de ça, il y a des facteurs de stress qui se rajoutent, qui sont associés au fait d'appartenir à une communauté minoritaire. Les stresseurs distaux, ça fait référence à tous les préjudices externes ou objectivables. Euh, C'est-à-dire des choses qui sont subies, si on veut, par les personnes LGBTQ+. Euh, Puis, donc là, ça pourrait contenir les agressions, les insultes, les actes de discrimination qui sont faits au travail, à l'école, des choses comme ça. Mais ça inclut aussi le concept de micro-agressions, qui sont un type de stresseur distal, mais qui fait référence à des remarques, des comportements ou des attitudes qui sont subtiles. Puis c'est ça, c'est comme un peu pernicieux parce que souvent, c'est non intentionnel. Souvent, la personne qui va les commettre ou les agir va pas s'en rendre compte, va pas penser que c'est mal intentionné ou que ça peut blesser. Mais le résultat reste que ça peut être vécu comme offensant, ça peut montrer une désapprobation, ou ça peut être un comportement d'exclusion, mais qui, encore une fois, est subtil, puis des fois difficile à déceler. Euh, je, je vous donne des exemples peut-être de cette subtilité-là, mais par exemple, quelqu'un qui rencontre, tu sais, par exemple, quelqu'un qui rencontrerait une femme trans, puis qui lui dirait ah, t'es tellement belle, j'aurais jamais pensé que t'étais trans. La personne qui dit ça peut avoir l'idée que c'est un compliment, qui complimente l'apparence physique de la personne, mais derrière ce commentaire-là, euh, c'est un peu comme si euh, ça impliquait que la personne trans, elle doit ressembler étroitement aux normes cisgenres pour être perçue comme belle. Puis si la personne, elle n'avait pas peut-être correspondu, si elle n'avait pas correspondu aux normes un peu de qu'est-ce qu'une femme doit se présenter pour être considérée belle, peut-être on lui aurait pas fait ce compliment-là. Fait que vous voyez que ça peut être quand même un peu plus subtil là, dans ce qui est les micro-agressions. Et puis, ça fait aussi appel à tout ce qui fait défaut, là, les stresseurs distaux, c'est-à-dire le fait qu'il manque de modèles de rôle dans les médias, qu'il y a des services peut-être moins adaptés dans nos services, dans nos systèmes de soins, des choses comme ça. Les stresseurs proximaux, c'est tout ce qui fait référence aux expériences internes ou subjectives en rapport aux stresseurs distaux. Fait que c'est le fait de vivre dans un monde où ben, les personnes LGBT sont à risque d'être discriminées, exclues, des choses comme ça. Mais qu'est-ce que ça fait vivre finalement à l'intérieur? Une des choses qui sont assez reconnues aussi, c'est les concepts d'homophobie puis de transphobie internalisée qui sont en fait quand les personnes qui appartiennent à ces communautés-là commencent à adopter puis intégrer les attitudes, les croyances puis les stéréotypes négatifs qui sont associés à leur orientation sexuelle puis leur identité de genre. Donc, ça peut avoir l'air comme d'une aversion envers sa propre orientation sexuelle, se sentir honteux, se sentir coupable, se sentir aussi vigilant dans la vie de tous les jours de est-ce que quelqu'un va le remarquer, est-ce que quelqu'un va le nommer, est-ce que quelqu'un va me rejeter à cause de ça. Ça va entraîner les gens à cacher une partie de leur identité, vivre des fois avec une partie d'eux qui sont dans l'ombre, puis une certaine anticipation du rejet là, au long cours. Euh, je vais passer plus rapidement sur ce deuxième modèle-là, mais en fait, c'est un complément au modèle de Meyer. C'est Adiane Bueller en 2009 qui a essayé de voir c'était quoi les facteurs qui,
qui était médiateur là, entre les facteurs de stress minoritaires là, qu'on voit à- plus à gauche, puis les symptômes de santé mentale qu'on voit à droite. Et ce qu'il a remarqué, c'est qu'est-ce qui pouvait faire le rôle de médiateur entre les deux, c'était des difficultés justement au niveau de la régulation émotionnelle, des difficultés au niveau des relations interpersonnelles, puis des processus cognitifs qui se développent en rapport au fait de vivre dans le stress minoritaire, puis qui viennent alimenter les symptômes là, de troubles de santé mentale. Puis ce que je veux que vous reteniez, c'est pas que être une personne LGBTQ+, implique, tu sais, que l'identité en tant que telle implique qu'on a des difficultés de régulation émotionnelle, de difficultés interpersonnelles ou de processus cognitifs. C'est plutôt le fait d'être une personne qui appartient à une communauté minoritaire, qui fait face au stress minoritaire. Puis le stress minoritaire fait en sorte que c'est un terreau fertile pour développer ces difficultés-là là, au niveau de la régulation émotionnelle, des relations interpersonnelles puis des processus cognitifs. Fait qu'il n'y a pas d'aspect, on reconnaît pas d'aspect pathologique au fait des identités, d'appartenir à ces identités-là, mais c'est plus le fait de vivre dans un environnement qui est invalidant. Quelques barrières aux soins. Pourquoi en fait? Parce qu'il y a une chose, c'est que les personnes qui appartiennent aux communautés LGBTQ+, ils vivent plus de symptômes de troubles de santé mentale, mais on remarque aussi qu'ils ont font face à des barrières d'accès aux soins de santé, puis notamment en psychothérapie. Il faut se rappeler que historiquement, il y avait on regarde la DSM, le DSM, on regarde la CIM, les aspects d'homosexualité, euh, d'identité de genre ont été reconnus comme des pathologies au fil de l'histoire. Puis même jusqu'à récemment, il y a encore des relents de ça dans nos manuels et tout ça. Fait que les personnes LGBTQ+ partent avec quand même un certain a priori que il y a eu un moment où les disciplines psychologiques, psychiatriques considéraient leur identité comme étant pathologique, puis même parfois qu'ils leur offraient des traitements pour se débarrasser ou s'éloigner du fait d'être homosexuel ou être trans. Je pense que nos disciplines portent ce bagage-là en eux. Mais ce qu'on observe, c'est que les personnes LGBTQ+, ils ont un risque augmenté de mettre fin prématurément à leur suivi en psychothérapie. Puis, ils ont un risque augmenté de percevoir que les services en psychothérapie ne répondent pas à leurs besoins qui sont spécifiques. Puis là, on peut regarder des barrières individuelles, professionnelles puis systémiques qui peuvent expliquer ça. De point de vue individuel, ben, tout ce qu'on a parlé comme les stresseurs proximaux, le fait d'avoir honte, l'internalisation des préjugés, peut faire en sorte qu'une personne ben, euh, repousse ou redoute de consulter en psychothérapie pour mille et une raisons, mais notamment les raisons de stresseurs proximaux. Ça peut être aussi des antécédents d'expériences personnelles négatives. Quelqu'un qui a essayé d'aller en psychothérapie, qui a essayé d'avoir un suivi en santé mentale, puis qui a fait face à quelqu'un, un professionnel ou une situation qui a été invalidante ou qui a été mésadaptée. Cette personne-là, elle n'a pas nécessairement le goût de reconsulter éventuellement là, s'il y a eu des expériences négatives dans le passé. Au niveau professionnel, c'est pas impossible que euh, les cliniciens, même les mieux intentionnés, peuvent parfois quand même adopter des attitudes qui peuvent être discriminatoires ou préjudiciables, notamment envers des microagressions. Puis comme vous vous souvenez, des fois, c'est des commentaires, c'est des attitudes qui sont très subtiles, qui nous échappent, qui sont pas mal intentionnés, mais qui peuvent quand même avoir des aspects préjudiciable là, envers les personnes. Par exemple, ça peut être de supposer que l'orientation sexuelle, c'est la principale cause des problèmes de santé mentale de son patient. Ça peut être l'évitement ou la minimisation d'explorer l'identité LGBTQ+ avec son patient. Ça peut être des affirmations stéréotypées qui concernent les communautés LGBTQ+. Euh, Ça peut être tu sais, l'exagération des dangers qui sont liés à s'identifier comme gay ou trans au sein même de,
des suivis en psychothérapie, des choses comme ça. Fait que c'est des trucs qui peuvent être associés aux professionnels eux-mêmes. Puis au niveau systémique, ben, on a quand même des données canadiennes là, qui indiquent qu'il y a certaines lacunes dans l'offre de soins aux personnes LGBTQ+. On constate là, qu'il y a un accès limité à des services de psychothérapie spécifiquement adaptés aux personnes qui appartiennent à ces communautés-là. Puis il y a une tendance à négliger de façon comme systémique les aspects qui sont psychosociaux et qui sont particuliers aux personnes LGBTQ+. Avec aussi, on en a abordé un peu au début de la présentation, mais une présomption systématique que nos clients, que nos patients sont hétérosexuels ou sont cisgenres. Euh, Si on regarde, par exemple, la façon dont nos dossiers ou nos questionnaires sont faits. Donc, tout ça s'additionne puis fait en sorte que, malheureusement, les personnes LGBTQ+, souvent consultent moins là, pour les services en santé mentale. Euh, ce ce qu'on observe sur l'approche affirmative en termes de bénéfices, c'est sûr que la recherche, elle est encore en émergence, comme je vous disais plus tôt. Il y a de plus en plus d'évidence qui supporte l'intégration d'approches inclusives dans la pratique. Il y a quelques revues systématiques, quelques essais randomisés, cliniques randomisés, certaines études quand même c'est connexes là, qui mettent en lumière des associations quand même avec une diminution des symptômes associés au stress minoritaire quand on intègre des principes de psychothérapie affirmative auprès des populations LGBT. On sait aussi que ça a le potentiel de renforcer l'alliance thérapeutique lorsque ces principes-là sont appliqués. Puis, ça sort pas non plus de nulle part, c'est-à-dire que les approches affirmatives en psychothérapie, ben, ils sont reconnus puis ils sont encouragés par nos grandes associations là, psychiatriques puis psychologiques nord-américaines, que ce soit les APA, que ce soit l'Association des psychiatres du Canada. Euh, Puis même, en fait, en 2023, au ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec. Il y a eu un document, un guide qui a été publié pour recommander l'intégration des approches affirmatives là, dans le système de soins au Québec. Les principes généraux, donc, qu'est-ce que c'est l'approche affirmative? En fait, je vous dirais que c'est pas un type de psychothérapie, c'est pas quelque chose qui est manualisé, c'est pas des étapes à suivre avec un patient, c'est plutôt un modèle qui est panthéorique, c'est-à-dire que c'est une approche qui est indépendante, c'est pas une approche qui est indépendante en soi, mais c'est plutôt un ensemble de compétences et d'attitudes qu'on vient intégrer à n'importe quel type de psychothérapie, que ce soit de la TCC, de la psychodine, tout ça dans le but d'améliorer le traitement. Euh, Ça ne sera pas non plus une pratique qui est seulement égalitaire, c'est-à-dire qui serait juste exempte de discrimination. Puis je vous explique un peu qu'est-ce qui est derrière ça, mais si je me dis, ben, moi, de toute manière, je traite mes patients de toute la même façon, peu importe leur identité sexuelle ou de genre. Moi, j'offre un traitement qui est égalitaire, peu importe. Mais quelqu'un qui dirait ça euh, aurait probablement le risque de traiter tous ses patients comme s'ils étaient cisgenres et hétérosexuels, de par le fait qu'on vit dans une société hétérocisnormative. Fait que ce que la psychothérapie affirmative va impliquer, ça va être l'intégration de connaissances spécifiques des aspects développementaux et culturels des personnes LGBTQ+, puis aussi de reconnaître que l'hétérocisnormativité puis le stress minoritaire a une influence sur qu'est-ce que nos patients vivent puis rapportent en psychothérapie. En plus de ça, mais il va y avoir un aspect de célébration puis de validation des identités LGBTQ+ en séance, c'est-à-dire que l'identité de genre diverse ou l'orientation sexuelle qui est pas hétérosexuelle va être validé puis reconnu comme étant une partie saine de l'identité de la personne. Puis le thérapeute, on l'invite également à avoir un rôle de défenseur des droits, autant dans le cadre de sa pratique clinique, mais aussi dans la société en général. Une des premières étapes, je vous dirais, qui est recommandée pour un psychothérapeute qui veut appliquer une approche affirmative. Puis là, les tableaux sont peut-être un peu petits, là, mais c'est d'examiner et de remettre en question nos propres préjugés concernant les identités LGBTQ+. En fait, ces réflexions-là qui vont être amenées à nous questionner, par exemple, sur quels seraient nos préjugés ou quels seraient nos privilèges. Par exemple, si je suis hétérosexuel, ben,
qu'est-ce que le fait d'être hétérosexuel me donne comme privilège, ou le fait d'être cisgenre, qu'est-ce que ça me donne comme privilège, va nous permettre un peu de faire un travail d'autoréflexion, puis on encourage à ce que ce travail-là soit honnête, là, parce que c'est tout à fait naturel de porter en nous des présomptions hétéro-cis-normatives, parce qu'on baigne dans un contexte qui l'est. Mais en faisant ce questionnement-là, puis cette auto-réflexion-là, ben, ça nous permet de minimiser quand même la survenue de microagressions, de voir c'est quoi nos angles morts, puis de voir aussi euh, comment notre propre identité en tant que thérapeute peut avoir une influence dans la dynamique qui va se créer avec celle de nos patients. Puis je trouvais le dernier tableau quand même intéressant sur les réflexions par rapport à, disons, quelqu'un qui aurait une identité hétérosexuelle. Probablement qu'en ayant une identité qui est majoritaire, ben, on est moins porté à se questionner sur ben, qu'est-ce qui fait de moi quelqu'un qui est cisgenre ou qui est hétéro, quelle place ça prend dans ma vie, qu'est-ce que ça veut dire de moi. Je trouve ça intéressant d'ajouter ces éléments-là au questionnement là, du thérapeute là, avant de se lancer dans une psychothérapie affirmative avec un patient. Reconnaître les microagressions en thérapie, puis faire des expériences correctrices. Fait que ce que je veux que vous reteniez, c'est que c'est quasiment inévitable là, qu'il y ait des comportements ou des remarques qui peuvent constituer des microagressions qui vont survenir en psychothérapie. L'idée, c'est pas de vous dire qu'il faut absolument ne pas en faire ou que le fait de faire un commentaire qui aurait pu être perçu comme une microagression, ça fait de vous un mauvais thérapeute ou une mauvaise personne. Non, là, l'idée, c'est euh, plutôt si ça survient, d'avoir une approche qui est transparente, curieuse, puis non défensive avec le patient. Euh, c'est normal de se sentir honteux, de se sentir coupable quand ce genre de situation-là survient, mais il faut se rappeler que dans la plupart du temps, c'est des situations qui sont pas intentionnelles, puis souvent, ben, c'est plutôt l'influence de forces systémiques qui nous affectent tous, plus que le fait qu'on voulait blesser la personne ou la rejeter ou la discriminer. Ceci dit, il reste quand même une responsabilité pour le thérapeute une fois que ce genre de situation-là survient. Ça viendra probablement pas du patient qui va nous dire, ah, ça, vous m'avez dit ça m'a blessé, ou ça, je considère que c'est une microagression. La responsabilité devrait revenir au thérapeute de l'identifier, de le nommer, puis surtout d'explorer finalement avec le patient, mais qu'est-ce que ça lui a fait vivre que ce commentaire-là soit sorti ou que qu'il y a eu la survenue peut-être une microagression dans la séance, d'explorer et valider le vécu affectif que la personne, dont la personne a fait l'expérience. Puis en fait, en validant le vécu affectif, ça donne une opportunité d'expérience émotionnelle correctrice dans la séance en tant que telle. C'est un concept qui est déjà connu en psychothérapie, là, mais on reconnaît de façon générale que ces processus-là de rupture puis de réparation, ben, peuvent être bénéfique là, pour le renforcement de l'alliance, mais aussi pour la psychothérapie en tant que telle. Puis surtout, ça peut faire des ponts avec les situations qui sont vécues à l'extérieur de la thérapie, puis celles qui se produisent dans les séances. Fait que, je trouve que c'est intéressant si ça survient en séance, bon, on l'aborde, on valide, on reconnaît, mais on travaille aussi sur qu'est-ce, qu'est-ce qui peut se passer à l'extérieur de la thérapie qui fait écho à ça ou qui sont d'autres situations qui causent la souffrance chez la personne. Fait que je trouvais intéressant l'idée de faire des ponts entre qu'est-ce qui peut se passer, une situation qui est comme un peu fâcheuse dans la séance, mais qui peut faire du sens avec ce que la personne vit à l'extérieur de la thérapie. Adopter un langage affirmatif, en fait, ce que je veux que vous reteniez, c'est essayer d'avoir une certaine vigilance pour le langage qu'on utilise. Si on ne sait pas les identités de la personne, c'est-à-dire si la personne est trans, si la personne est non-binaire ou quoi que ce soit, l'idéal, c'est d'utiliser un vocabulaire non genré jusqu'à temps qu'on apprenne finalement les pronoms ou les accords que la personne va utiliser. La meilleure méthode pour diminuer le risque d'erreur, c'est d'adopter finalement le vocabulaire qui est employé par la personne elle-même. Si la personne, quand elle parle d'elle-même, elle utilise des adjectifs qui sont conjugués au féminin, mais l'idéal, c'est de reprendre un peu la même chose, peu importe la présentation physique ou l'habit vestimentaire de la personne, on reprend un peu les mots de la personne. Même chose pour le prénom, en fait, que la personne va utiliser. Puis rapidement, ce qui est conseillé, c'est de quand même questionner directement la personne, quel est le prénom que vous utilisez, quels sont les pronoms que vous utilisez, puis c'est quoi les accords de genre que vous utilisez. Pas une question qui est intrusive habituellement, c'est une question qui est généralement bien accueillie par les personnes, puis ça
ça montre un souci de curiosité, puis de vouloir bien faire aussi, puis d'accueillir la personne comme elle désire se désigner. Il y a des erreurs, mais c'est un peu le même principe finalement que dans la vignette sur les micro-agressions, c'est-à-dire de les reconnaître, de les nommer, de pas non plus de mettre une loupe trop importante sur ça, mais d'utiliser ça comme un pont entre qu'est-ce qui peut arriver à l'extérieur de la thérapie puis en thérapie. Fait que l'idée, c'est pas nécessairement oui, c'est des erreurs cliniques d'utiliser le mauvais prénom, le mauvais pronom, mais si ça survient, c'est de l'explorer un peu avec le patient finalement. Créer un environnement affirmatif. Euh, Cette slide-là est peut-être moins dans les aspects d'intervention en psychothérapie, mais c'est de s'assurer que l'environnement dans lequel on fait nos séances puisse montrer certains signes d'ouverture et d'acceptation. Ça peut être des affiches, des matériels de sensibilisation, ça peut être des livres de psychothérapie affirmative dans sa bibliothèque, ça peut être l'identification des pronoms des professionnels ou des employés sur les endroits où on les désigne. Mais ça peut être aussi surtout, puis je pense que c'est peut-être un des points les plus importants, mais une adaptation du matériel clinique. Donc, de faire une certaine révision des questionnaires qu'on utilise, des outils cliniques qu'on utilise si notre modalité de psychothérapie utilise des questionnaires ou des choses comme ça pour voir, ben, est-ce qu'il y a une présomption d'hétérosexualité dans mon questionnaire? Est-ce qu'il y a une place pour que la personne indique qu'elle a des pronoms non binaires ou des choses comme ça? Puis au niveau administratif, des fois, on est un peu pris avec les grandes structures de nos logiciels, puis de la DSQ et tout ça, où il n'y a pas nécessairement de place pour changer l'identité de genre ou quoi que ce soit de la personne, mais d'avoir peut-être des fois des systèmes parallèles ou une étiquette ou des choses comme ça qu'on peut apposer au dossier pour dire que la personne elle a peut-être pas fait son changement de nom officiel au point de vue légal, mais sur mon dossier, on s'assure que la personne qui va recevoir le dossier va savoir qu'elle utilise un autre prénom. Ici, c'est juste un exemple, par exemple, de formulaire de renseignement, un formulaire d'inscription à la clinique, où là, il peut y avoir vraiment des espaces où la personne peut s'auto-désigner, puis peut être utilisé ensuite là, par les professionnels qui vont la rencontrer là, dans son suivi. Une des choses qui est également recommandée, c'est de rechercher activement des opportunités euh, pour augmenter sa compréhension, euh, puis les- enrichir en fait les connaissances là, sur les expériences LGBTQ+. Pas nécessaire d'avoir des connaissances qui sont exhaustives là, sur la diversité sexuelle et de genre pour faire une thérapie affirmative, mais c'est de s'assurer d'avoir quand même un certain minimum de compréhension de l'historique local de marginalisation puis les problématiques actuelles. Tu sais, qu'est-ce qui se passe au niveau légal en ce moment, au niveau politique, pour savoir un peu dans quel, euh, dans quel contexte social nos patients vont baigner. C'est aussi se familiariser avec les ressources locales, communautaires, puis les services cliniques spécialisés. On va avoir une slide à la fin pour vous donner quelques pistes là, d'informations à ce moment-là, mais je pense que c'est important de se familiariser avec les organismes, les ressources ou les cliniques qui sont spécialisés dans les enjeux d'identité de genre ou sexuelle parce que si vous avez des questionnements, des choses qui sont pas sûres, euh, vous avez besoin de plus d'informations, on va essayer de limiter le plus possible que ce soit à notre patient de nous enseigner sur ces aspects-là. C'est pas à lui de nous éduquer sur les aspects LGBTQ+, mais c'est tout à fait normal de se rendre à un point où on se pose des questions, où on a l'impression d'être un peu bloqué, mais de se référer vers des cliniques ou des ressources qui peuvent devenir des alliés pour compléter ces questionnements-là. Je pense que ça peut être tout à fait adéquat. Puis ce qu'on remarque aussi dans la littérature, c'est qu'il y a des associations positives euh, entre le fait d'avoir plus de nombre d'heures de formation sur les questions LGBTQ+, puis de se sentir, d'avoir un sentiment d'auto-efficacité plus augmenté auprès des thérapeutes. Mais en plus de ça, ça va être des qualités qui vont être directement recherchées généralement par les patients LGBTQ+, là, c'est-à-dire que son psychothérapeute soit minimalement informé, qu'il y ait un vocabulaire de base quand même dans ces questions-là, ça va être des qualités qui vont être recherchées. En dehors de la formation théorique, un des aspects
important va être aussi de rechercher activement de développer des relations avec des personnes qui appartiennent à ces communautés-là, mais en dehors des contextes de séances de psychothérapie, que ce soit des membres de la famille, des collègues, dans des organismes. On observe finalement que l'humanisation des réalités LGBTQ+, le fait de connaître quelqu'un qui est proche de nous, avec qui on peut avoir une relation significative, va améliorer nos compétences en psychothérapie affirmative avec les patients. Puis souvent, c'est même des meilleurs prédicteurs que de faire plein d'heures de formation théorique ou d'assister à des congrès. Le fait de connaître quelqu'un qui est une personne trans, qui est une personne homosexuelle, bisexuelle, va généralement donner un- une plus grande aisance pour discuter de ces enjeux-là par la suite là, en tant que psychothérapeute. Au niveau plus des interventions puis de la formulation de cas, qu'est-ce qui est recommandé? C'est d'intégrer généralement le plus possible des hypothèses qui concernent le stress minoritaire dans notre évaluation, dans notre formulation de cas en tant que psychothérapeute. Là, ça peut prendre la place puis la forme qui va être propice finalement à la modalité de de psychothérapie qu'on va faire. Mais qui est suggéré, c'est qu'il y a au moins un exercice de réflexion de la part du thérapeute de est-ce que ce que le patient me présente, il pourrait avoir un impact du stress minoritaire dans les symptômes là, qui sont devant moi. Si jamais cette hypothèse-là s'avère possible, mais c'est de le nommer puis de le normaliser avec le patient, de parler des effets du stress minoritaire, de la honte, de la culpabilité, de la crainte du jugement. euh, avec le patient, puis de faire des liens finalement dans la psychothérapie avec ce concept-là de stress minoritaire. Évidemment, ça demande un certain jugement clinique. L'extrême de ça vers lequel il faudrait pas tendre, c'est de tout attribuer aux aspects LGBTQ+, ou de stress minoritaire, mais c'est d'essayer de faire une balance dans qu'est-ce qui peut être expliqué ou en partie expliqué par le fait de vivre un certain stress minoritaire. Il va y avoir une slide plus tard un peu comment questionner peut-être les aspects de l'identité puis les aspects des expériences de discrimination. Fait qu'on va y revenir peut-être de façon plus concrète là, vers la fin de la présentation. Supporter la résilience, en fait, ce que je pourrais résumer de cette partie-là, c'est d'éviter une approche qui renforce un rôle passif ou de victime des sources de stress. Parce que là, on l'a vu depuis la présentation, il y a ce stress-là qui semble être subi par les personnes LGBTQ+, mais l'idée de la psychothérapie affirmative, c'est quand même de donner un pouvoir d'agir à ces personnes-là, de développer des compétences d'affirmation de soi, de souligner la résilience, puis de construire une identité positive chez ces personnes-là. C'est-à-dire que avoir intégré une identité positive, c'est généralement un but thérapeutique assez large en psychothérapie qui touche pas nécessairement les personnes LGBTQ+, mais souvent on va devoir passer avec ces personnes-là d'un stade d'acceptation, de reconnaissance d'une identité qui est pas majoritaire, vers une affirmation active, une validation de cette identité-là. Fait que ça dépasse juste j'accepte que je suis gay, que je suis trans, mais c'est de nourrir un peu cette partie-là de l'identité de la personne en disant, mais cette partie-là de toi, ben, elle est bonne, elle est saine, elle est valable. Développer des stratégies de régulation émotionnelle, ça ne changera pas de vos techniques de psychothérapie habituelles, mais c'est juste de porter un certain regard ou une certaine attention sur les stratégies de régulation parce que souvent, ou peut-être pas de façon générale, mais ça va être des aspects quand même qui ont été notés dans les recherches que le fait de vivre dans une situation de stress minoritaire peut éventuellement là, créer des enjeux de régulation émotionnelle. Donc, c'est d'inclure ce type d'intervention-là en psychothérapie. C'est aussi d'accompagner le patient dans l'acquisition euh, de compétences en relations interpersonnelles, donc les relations de soutien de la personne dans sa vie de tous les jours, que ce soit ses proches, ses amis, sa famille, ça doit être nourri, puis ça doit être aussi, ça doit être généralement accompagné là, dans l'amélioration de ces relations-là avec le patient. Généralement parce que on veut que les bénéfices de la thérapie se perpétuent en dehors de la thérapie. Puis une fois que la thérapie va aussi se terminer, puis on sait que les relations interpersonnelles validantes, gratifiantes, euh, ont des effets très positifs sur les symptômes de stress minoritaire. Si la personne est dans un environnement qui est invalidant, qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui
qui sont sécuritaires autour d'elles, ça peut toujours être de les référer là, vers des organismes, puis il y en a beaucoup là, à Montréal, au Québec, euh, euh, avec des activités sociales et des choses comme ça. Euh, un court mot sur le fait de, puis ça revient un peu à ce que j'ai dit plus tôt, mais les personnes que vous rencontrez en psychothérapie, ça demeure que c'est des personnes uniques qui ont des expériences spécifiques. Tout n'est pas relié à l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. L'idée, c'est de faire une balance de ce qui peut être vécu par la personne comme n'importe qui pourrait le vivre, puis qu'est-ce qui est teinté par les expériences d'être, euh, d'être dans une communauté minoritaire. Puis je vais terminer avec ça, c'est quelques enjeux puis des questionnements qui peuvent survenir en psychothérapie. Euh, Ici, comment questionner l'identité, puis je trouve que ça, c'est quand même assez intéressant. Euh, le plus possible, on veut se baser, comme on l'a vu plus tôt, sur les auto-identifications du patient. Et pour pouvoir mettre en lumière ces auto-identifications-là du patient, c'est toujours mieux d'utiliser des questionnements ouverts. Puis là, il y aurait comme plusieurs façons de le faire, puis ça dépend un peu du type de psychothérapie que vous allez faire, mais une question générale qui sont, selon moi, bon, peut être traiter un peu à toutes les sauces, mais c'est quels sont les aspects les plus importants de qui vous êtes. Ça pourrait, par exemple, être une bonne façon d'initier la conversation sur l'identité. Euh, Si la modalité psychothérapeutique que vous pratiquez s'y prête, il y a des outils pratiques qui peuvent être quand même franchement intéressants là, pour identifier les aspects de l'identité d'une personne, puis aussi ouvrir sur les signes d'homophobie, de transphobie internalisée ou des expériences de discrimination que la personne peut vivre. Puis ici, la roue des identités, on inviterait la personne, par exemple, à remplir un peu comment elle se définit par rapport à toutes ces catégories-là, ou en tout cas celles qui font du sens pour elle. Donc, inscrire dans les cercles, finalement, dans quoi elle se reconnaît, puis dans comment elle s'identifie par rapport à tous ces domaines-là de son identité. Puis ce qui est intéressant, surtout, je trouve, c'est en fait, la deuxième partie de cet exercice-là, qui est le tableau en dessous de la roue des identités, qui va venir questionner la personne sur quels sont les aspects de son identité auxquels elle pense le plus souvent, le moins souvent, mais aussi les aspects de l'identité qui sont les plus déterminants dans la façon dont vous vous percevez, puis dont vous pensez que les autres vous perçoivent. Ça peut ouvrir justement les éléments quand on se demande, tu sais, peut-être que vous vous demandez, mais comment j'évalue ça, l'impact du stress minoritaire sur la personne, autant les aspects dictaux que proximaux. Mais ça va venir nous ouvrir des discussions directement sur ces aspects-là. Euh, Est-ce que la personne, comment elle se perçoit par rapport à son identité homosexuelle ou trans, puis comment elle pense que les personnes l'aperçoivent, c'est des bonnes portes qui s'ouvrent pour aborder ces aspects-là avec la personne, puis qui se font d'une façon quand même euh, assez souple, je vous dirais. Là. Euh, En terminant, c'est les aspects de dévoilement du psychothérapeute, puis ça revenait souvent dans les articles que je lisais sur la psychothérapie affirmative, parce qu'il y a comme des camps, là, des clans un peu qu'on peut retrouver. Il y a certains théoriciens qui vont dire, par exemple, que le psychothérapeute devrait toujours révéler son identité sexuelle ou de genre si la psychothérapie va être centrée sur les enjeux qui sont associés. Puis de façon générale, la plupart des grandes modalités psychothérapeutiques, ils recommandent aux cliniciens de restreindre la divulgation d'informations personnelles aux patients donc, c'est un peu, ça peut paraître un peu choquant comme affirmation que le thérapeute devrait toujours révéler son identité. Puis je vous dirais que le dévoilement, ça reste quand même un sujet qui est délicat. Ça l'intéresse depuis toujours la plupart des théoriciens en psychothérapie, mais c'est quand même peu étudié de façon empirique. Puis quels sont les impacts finalement de ce dévoilement-là de façon générale. Puis je dépasse même les aspects d'identité sexuelle et de genre. Pour les personnes qui vont dire que c'est nécessaire, qui vont dire que c'est indispensable pour une véritable relation thérapeutique, que le fait de ne pas dévoiler son identité pourrait être dommageable pour le patient parce que ça pourrait venir créer une dissonance cognitive. Je vous explique un peu. Les défenseurs de cette approche-là vont dire que ça serait un peu se mettre le doigt dans l'œil que de présumer qu'en tant que thérapeute, on n'émet aucun signe qui pourrait révéler notre vie personnelle, même sans en parler de façon explicite. Puis le fait qu'un patient pourrait venir capter ces petits indices-là, mais que son psychothérapeute refuse de dévoiler ou ne le dévoile pas son identité,
ça pourrait créer une certaine dissonance cognitive dans le sens où son psychothérapeute lui dit, ben, ton identité homosexuelle, c'est quelque chose qui est sain, c'est quelque chose qui est positif, c'est quelque chose que tu dois affirmer, mais que si le patient perçoit que son thérapeute, lui, le cache, le dissimule ou pourrait avoir honte de cette identité-là, mais il y a comme une déconnexion entre qu'est-ce qui est travaillé en psychothérapie puis qu'est-ce qui finalement se passe dans le vrai monde avec son thérapeute. On voit aussi qu'il y a des études quand même qui nous suggèrent qu'un thérapeute qui dévoile son identité est généralement perçu plus positivement puis plus digne de confiance par les patients, puis il pourrait développer une meilleure alliance thérapeutique. Mais on pourrait aussi se questionner, est-ce que ces aspects-là sont reconnus par les patients juste parce qu'il y a une certaine humanisation de la relation thérapeutique, puis ça n'appartient pas nécessairement au fait d'avoir dit qu'on était homosexuel ou trans à son client ou à son patient. Peut-être que juste l'humanisation de la psychothérapie fait en sorte que l'alliance est renforcée là, dans les yeux du patient. Je dirais que les guides plus nuancés vont plutôt suggérer que le dévoilement repose sur une réflexion clinique. Puis là, c'est comme ça en grande surprise, mais c'est un peu de se questionner sur ben, c'est quoi le but thérapeutique du dévoilement? Est-ce que ça peut être favorable pour l'alliance ou est-ce que ça appartient à un besoin du thérapeute, ce dévoilement-là? Puis aussi se questionner à l'inverse, mais est-ce que le fait, en tant que thérapeute, de ne pas dévoiler le fait que je suis homosexuel ou trans à mon patient, mais est-ce que ça n'appartiendrait pas à des biais hétéronormatifs que je porte en moi, des enjeux de honte, des peurs du jugement de mon patient? Fait que je pense que ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui, c'est plus cet aspect-là de réflexion clinique. Sachez que c'est, en tout cas, c'est pas du tout interdit de faire ce genre de dévoilement-là dans la littérature, mais je pense que ça doit être utilisé avec un certain souci clinique. Puis, en terminant, ça m'amène un peu à cette question-là. Ben, est-ce qu'être un thérapeute hétérosexuel ou cisgenre, c'est un problème pour pratiquer une thérapie affirmative? La réponse courte, c'est non. Euh, Encore une fois, sans grande surprise, qu'est-ce qui ressort des études, c'est que l'authenticité, la sensibilité, l'empathie, puis l'alliance, ça demeure, ça va toujours demeurer probablement des facteurs qui sont centraux pour la perception des patients puis le maintien de la psychothérapie. Quand même certaines études qui vont suggérer que les personnes LGBTQ+, ils évaluent leurs thérapeutes qui sont eux autres aussi LGBTQ+, comme plus aidants, mais ça ne se retrouve pas comme un critère qui est nécessaire au bon fonctionnement de la psychothérapie. D'un côté, un thérapeute qui fait partie des communautés LGBTQ+, pourrait offrir un rôle comme un modèle de rôle positif à ses patients qui appartiennent aux mêmes communautés. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'un thérapeute qui est soit cisgenre ou qui est hétérosexuel peut quand même permettre aux patients de faire l'expérience d'une relation significative puis affirmative avec une personne qui appartient à un groupe majoritaire. Des fois, pour certains patients, ça va être la seule situation ou une des rares situations où ils vont faire l'expérience d'une expérience validante avec quelqu'un qui n'est pas de leur communauté LGBTQ+. Fait que le fait d'avoir un thérapeute cis ou hétéro peut avoir quand même cet aspect positif-là. Toujours garder quand même en tête qu'il y a un décalage de pouvoir qui s'accentue quand vous êtes hétéro ou cis, puis vous avez un patient qui appartient à une communauté LGBTQ+, qui est déjà présent dans la diade thérapeute patient, mais qui va s'accentuer si vous appartenez à un groupe majoritaire, puis votre patient appartient à un groupe minoritaire. Comme je vous dis, les perspectives TCC, puis les autres modalités, je vous encourage à aller les voir dans le guide qui va être publié éventuellement. L'idée sera probablement d'incorporer des aspects psychodynamiques, familial couple, peut-être d'autres modalités, mais pour voir un peu des aspects comme spécifiques qu'on va intégrer à chacune des modalités, euh, ça pourrait être des aspects qui vont être intégrés dans le guide clinique. Puis je vous termine, je laisse cette diapositive-là le temps de la période des questions, mais c'est des ressources qui portent sur la pratique affirmative, puis des ressources des services cliniques, des organismes là, qui peuvent être des précieux alliés ou des précieux compléments d'information là, à cette présentation-là.